On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Mon Algérie à moi et mon invitée d'aujourd'hui n'échappera pas à la règle puisqu'elle va nous parler de son histoire algérienne ou de ses liens avec l'Algérie. Je vous propose d'aller retrouver en distanciel Colette Zetniki, historienne française, professeure émérite de l'Université Toulouse Jean Jaurès. On connaît votre travail conséquent sur l'histoire coloniale du Maghreb. Vos premiers travaux d'ailleurs ont porté sur l'histoire des Juifs du Maghreb avant et pendant la colonisation. Qu'est-ce qui m'a conduit à aborder cette histoire? J'y suis venue par des chemins de traverse. Parce que rien a priori, en tout cas dans mon travail, ne me conduisait à travailler sur l'Algérie. Lorsque j'ai commencé dans la recherche, il y a très longtemps, j'ai travaillé sur les petites revues symbolistes à la fin du 19e siècle. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Et c'est une thèse que j'avais commencée et que j'ai pas continuée. Et ensuite, disons que le passage fut très progressif. À la fin des années 80, début des années 90, je suis arrivée à Toulouse et j'ai recommencé une thèse qui a porté sur l'histoire des Juifs à Toulouse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Vous allez me dire, quel rapport avec l'Algérie? Ben si. Venir. Ben si, parce que en fait là, la communauté juive de Toulouse a été complètement renouvelée par l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord et singulièrement de l'Algérie. Du coup, j'ai été amenée à m'intéresser à l'histoire des Juifs d'Algérie et donc à l'Algérie. Puis après, j'ai travaillé sur l'histoire de l'arrivée, on va dire, d'installation, intégration, etc., des Juifs du Maghreb en France. J'ai en particulier beaucoup travaillé avec un historien tunisien qui s'appelle Habib Kazdagli. On a fait beaucoup de colloques en commun sur l'histoire des Juifs du Maghreb, soutenu des thèses, etc. Bon, mais l'Algérie n'était toujours pas présente. En travaillant avec Habib Kazdagli, on a commencé à réfléchir sur un autre type d'histoire qui était l'histoire du tourisme, puisque le Maghreb, pendant la période coloniale, a été l'enjeu et le terrain d'un développement touristique. Donc, on a commencé par travailler sur la Tunisie, puisqu'il est tunisien, il y a eu des travaux qui ont été faits. Puis, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, le pays certainement le plus touristifié, entre guillemets, c'est l'Algérie. Donc, j'ai fait un livre sur l'histoire du tourisme en Algérie, ce qui n'a pas, comment dire, c'est resté beaucoup sur le terrain, je dirais, des intentions, mais pas véritablement un développement. Quoique, en tout cas, les bases du tourisme étaient posées. Et en même temps, avec mon amie Sophie Duluc, à l'université Jean Jaurès, on avait un séminaire qui a duré une dizaine d'années sur l'histoire coloniale. Et donc, moi, je m'intéressais plus spécialement au Maghreb et à l'Algérie. Et en travaillant sur l'Algérie, le temps avançant, ce qui m'intéressait de plus en plus, c'était de savoir ce qui s'était passé sur le terrain. C'est-à-dire comment deux populations ainsi, comment dire, brutalement mises en contact par une guerre, comment ont-elles vécu? Je ne voulais pas parler des situations de conflit les plus ouverts, puisque voilà, mais je voulais savoir, parce que ça a duré 130 ans, cette histoire. Et ça n'a pas été une période de guerre perpétuelle. Les gens ne se sont pas entretués pendant 130 ans. Donc, il y a eu des périodes où les gens ont vécu, si ce n'est ensemble, du moins côte à côte. Et donc, je me suis dit, il faut aller au plus bas du terrain, si je puis dire. Et donc, j'ai eu l'idée de prendre un village qui était le village de Draria. Et il se trouve que ce village, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'était un des premiers villages de colonisation créés par les Français, en 1842, dans cette idée qu'ils avaient de coloniser par la terre, comme on disait, porter la civilisation par l'agriculture et par l'afflux de population européenne. Donc l'idée de coloniser, comme ça, de créer des villages peuplés de migrants venus d'Europe. Je dis venus d'Europe parce que ce n'était pas seulement des Français, mais des gens qui étaient de toute l'Europe. Et d'autre part, ce village, le nom de Draria avait bercé mon enfance.
une partie de ma famille avait fait partie de cette histoire. Et ma grand-mère avait vécu à Draria, et elle me parlait de Draria quand j'étais petite. Ça ne me disait rien, moi. Ça ne me disait rien du tout. Mon père aussi m'en parlait, mais bon, ça me disait rien. Sans compter que du côté de mon père, si vous voulez, c'était des gens qui... Mon père était instituteur de gauche, laïque, et la question de l'indépendance de l'Algérie était un fait normal, acquis. Et d'autre part, ils sont partis d'Algérie en 49 ou 50, ils n'ont pas connu la guerre d'Algérie. C'est une expérience, bon. Et ils ont évolué dans un milieu qui était acquis aux idées, je dirais, d'indépendance. Voilà. Donc pour moi, c'était une évidence. Je veux dire, voilà, c'était évident que l'Algérie connaisse son indépendance après tant d'années de colonisation. Donc mon père lisait Mouloud Feraoun. Voilà, c'était les lectures qu'il y avait à la maison, la question d'Henri Alleg et tout ça. Voilà. Bon, ça faisait partie de la famille. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Franchement, ça ne m'intéressait pas, cette partie de la... Parce que vous n'aviez pas fait le lien sur ces... Et parce que vous évoquez dans votre livre, le dernier paru en 2022 chez Taillandier, une conquête, un passé commun, en fait, qui ne cesse de hanter nos mémoires. Et à l'origine, à qui s'adressait ce livre? D'abord, je voulais revenir, on parlait beaucoup, comme vous l'avez dit, de ce passé commun, mais on parle beaucoup de la guerre d'Algérie à juste titre. Mais il me semblait qu'il fallait qu'on revienne au début et revenir à cette idée très simple, mais que ça se termine. Je dirais que la présence française dans l'Algérie se termine par une guerre terrible, mais elle commence par une guerre terrible. Et il fallait revenir à ce début-là si on voulait comprendre la fin d'une certaine manière. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu des livres qui ont été écrits sur la question de la conquête. Je pense aux travaux de Jacques Frémaux, par exemple, qui a publié un livre il n'y avait pas tellement longtemps. Mais j'avais envie d'ajouter ma note personnelle. Et en particulier, comme vous l'avez dit, en synthétisant d'une certaine manière les travaux qui sont menés par des jeunes chercheurs français, algériens, anglais, américains, qui se penchent de plus en plus sur la question du 19e siècle et même du 18e siècle, c'est-à-dire des relations 18e et début du 19e, c'est-à-dire les relations entre la France et le Maghreb, qui sans être très intenses ont existé et expliquent en partie donc la conquête, et aussi sur, je dirais, l'histoire de l'Algérie dans ces aspects non plus seulement militaires, mais aussi économiques, politiques, sociaux et tout ce que vous pouvez imaginer, environnementaux maintenant aussi, parce que la conquête, c'est aussi une histoire environnementale, hein, parce qu'en coupant des arbres comme l'ont fait les Français de façon massive, il est évident que ça a eu des conséquences à très très long terme, hein, par exemple. C'était aussi donné à un public qui n'était pas forcément un public d'historiens chevronnés, mais un public, je dirais, curieux, érudit, ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur la conquête. Voilà. Et en montrer à la fois les raisons, même si elles sont difficiles à résumer, et en même temps à suivre les étapes de cette conquête qui sont complexes, puisque les Français n'avaient pas d'objectif véritable, je dirais, en termes politiques stricts en arrivant en 1830. Et ça a mis très très longtemps, enfin quelques années si vous voulez, à se dessiner. Et je voulais montrer aussi la résistance opposée par les différents secteurs de la population algérienne, puisqu'on parle effectivement d'Abdelkader, puisque c'est le plus connu, mais aussi la résistance du bey de Constantine, qui a joué un rôle très important et qui est certainement beaucoup moins connu. La résistance aussi, je dirais, populaire, comme les Français appelaient ça des prophètes comme Boumaza dans les années 1845, qui sont des gens qui, si je voulais faire une sorte de parallèle peut-être un peu osé, un peu comme Jeanne d'Arc, si vous voulez, qui se sont investis d'une mission divine et qui soulèvent les populations, mais aussi, parce qu'il faut aussi en parler, des politiques d'accommodement de certains notables algériens
qui se sont rangés du côté du pouvoir français pour des raisons là aussi très complexes. Parce qu'on le dit, c'est une évidence, mais il n'y a jamais de conquête sans trouver des appuis locaux. A posteriori, on se rend compte que la conquête ne faisait pas l'unanimité. Les objectifs de cette conquête ont évolué. Au début, il s'agissait, on disait d'éradiquer la piraterie, qui d'ailleurs n'existait quasiment plus, de délivrer des esclaves, il n'y en avait quasiment plus. Mais il s'agissait pour les Français aussi, en particulier pour le gouvernement du roi Charles X, de restaurer un prestige qui était en berne en France. Et d'avoir des points d'appui, on va dire, géopolitiques de ce côté de la Méditerranée, comme les Anglais qui s'étaient installés à Malte, si vous voulez. Oui, oui. Puis après, compte tenu des résistances auxquelles les troupes françaises se sont opposées, ils sont rentrés peu à peu dans le territoire et s'est posé la question de savoir peu à peu, mais jusqu'où on va aller d'une certaine manière? Est-ce qu'on va simplement garder des points sur le littoral, faire des sortes de comptoirs, comme il y en avait par exemple sur la côte africaine, ou est-ce qu'on va mettre la main sur le territoire en entier et diriger, gouverner tout le pays? Tout ça, ça a pris des années. Et il y a eu effectivement des résistances avec des gens qui disaient oui, mais on veut bien apporter la civilisation, tout ça, mais ça va nous coûter cher quand même. Puis peut-être que par la guerre, c'est peut-être pas le bon moyen, quoique. Mais enfin, je dirais que le projet civilisationnel est assez peu remis en question sur le fond en France. Ce qui est remis en question, c'est les modalités d'action. Ça veut dire ce qu'il faut le faire par la guerre, par une guerre violente ou pas, etc. Mais je veux dire, quelqu'un comme Tocqueville, ce n'est pas un opposant à la mainmise sur l'Algérie. Pas du tout. Il n'y en a qu'un qui est peu connu, des fois je me dis je ferai un livre sur lui, était un libéral, mais vraiment un libéral bon teint, qui s'appelait Desjobert, Amédée Desjobert, qui lui a dit, mais enfin vraiment, qu'est-ce qu'on est allé faire en Algérie? C'est une aberration sur le plan économique, ça nous coûte trop cher. Mais il ne le fait pas pour des raisons, je dirais, très civilisatrices ou très civilisationnelles. C'est surtout parce que la France, elle a d'autres terrains pour, je dirais, pour briller que de l'autre côté. De toute façon, dit-il, on n'arrivera jamais à civiliser complètement les peuples arabes, etc. Donc, lui, c'est un opposant farouche à la colonisation. Alors, ce qui est en France, ce qui suscite des oppositions, ce sont des exactions commises par l'armée. Ça, effectivement, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle les enfumades en 1845, là, il y a eu des protestations, mais c'est des protestations sur les modalités. Pas du tout, oui, pas sur le fond. Pas forcément sur le fond. Hein. Vous traitez d'ailleurs dans un chapitre en particulier la différence entre ce qui est à l'origine plus une expédition et qui va se transformer en occupation avec tout ce que l'occupation peut englober d'appropriation, puis d'expropriation. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs dans quel sens il faut le dire, mais on revient en tout cas à l'anecdote en fait l'anecdote avec le dé d'Alger et les dettes pour effacer et la question des dettes contractées par la France, finalement, elle s'efface très vite. Oui, alors ça, c'était les prétextes officiels. C'était cette vieille dette qui avait été contractée dès 1799 de la France à l'égard de la régence d'Alger, et en particulier du B, cette dette qui avait été négociée par les négociants juifs Bakri et Busnac. La France a mis beaucoup de temps à payer ses dettes, et parmi les dettes qu'elle a payées, elle a oublié quelqu'un, c'est le D d'Alger. Enfin, les D. Donc, en 1827, le D a rappelé à l'envoyé de la France, la dette n'avait pas toujours été soldée, si je puis dire. Donc ça, c'est le prétexte. La raison profonde, c'est plusieurs choses. Il y a cette idée qui existe, qui commence à remuer beaucoup en France à cette époque-là, c'est qu'il faut que la France retrouve d'une certaine manière son empire colonial qu'elle avait perdu en grande partie pendant la Révolution. Et il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, la France, elle commençait à être de plus en plus présente en Afrique et en particulier au Sénégal. Il y avait des comptoirs là, quand même, qui ont joué un rôle important. L'épisode du radeau de la Méduse, c'est un bateau qui partait vers le Sénégal. Et en particulier, les libéraux, ce qu'on appelait les libéraux à l'époque, qui avaient critiqué le système de l'esclavage, disaient « mais
d'une certaine manière, la France a presque le devoir, si vous voulez, d'aller apporter les bienfaits du commerce et de la civilisation de l'autre côté de la Méditerranée. C'est une idée qu'on retrouve dès la fin du XVIIIe siècle dans certains milieux. Ce qui fait que en 1830, il y a une opposition comment dire, libérale, c'est un peu compliqué à expliquer, mais enfin bon, libérale à la décision de Charles X d'aller monter cette expédition. Mais c'est une opposition qui n'est pas une opposition sur le fond, c'est une opposition, je dirais, politique, puisqu'à ce moment-là, il y a une lutte politique entre, en gros, les conservateurs que représentent Charles X et les libéraux. Et l'Algérie est un prétexte, si vous voulez, dans cette opposition. Mais au fond, très vite par la suite, je dirais l'idée que la France aille civiliser de l'autre côté de la Méditerranée est peu remis en question, voire pas remis en question. Ce qui est remis en question, c'est jusqu'où va-t-on, comment va-t-on le faire, faut-il occuper toute l'Algérie ou une partie de l'Algérie, quels moyens va-t-on employer? Alors évidemment, le Parlement est toujours frileux, il se dit mais ça coûte cher cette colonisation, on nous demande de plus en plus de soldats, donc ça coûte cher, il faut réduire les budgets, enfin c'est l'histoire qu'on connaît maintenant, qu'on a connue par la suite. Voilà. Et c'est un peu cette histoire-là, un peu compliquée, il faut le dire, hein, parce qu'il faut aller dans la nuance, dans la complexité des choses, dans la multiplicité des acteurs, dans l'évolution aussi des faits, et l'évolution des mentalités aussi, l'évolution des représentations. Les Français ne sont pas partis en disant on va conquérir toute l'Algérie. Non, c'est venu peu à peu. Et même lorsque Bugeaud arrive en 1840-41, il se trouve que je suis en train d'écrire un livre sur Bugeaud en ce moment, l'idée n'est pas encore tout à fait claire qu'on aille conquérir toute l'Algérie. Je crois que en France, on connaît bien, maintenant, on a bien avancé sur l'histoire de la guerre d'Algérie, il y a eu quand même des thèses nombreuses, enfin, bon, je crois qu'on est arrivé à avoir, comment dire, une connaissance fine, et là, je pense peut-être, pas apaisée, c'est pas possible, mais en tout cas, plus rigoureuse des choses. Je pense que sur les débuts de la guerre, début de la colonisation, bon, ça restait encore un peu dans le flou, sous les spécialistes comme moi connaissent un peu les choses, mais dans le grand public, et je pense qu'en France, par exemple, quelqu'un comme Bugeaud paraissait quelqu'un d'un peu sympathique, parce qu'il y a cette comptine, vous savez, la casquette du père Bugeaud. Moi, je l'avais apprise quand j'étais petite, parce que c'était sur un disque de comptine, et il y avait toutes les chansons, les vieilles chansons françaises, et la casquette du père Bugeaud. Donc, on chantait la casquette du père Bugeaud. Voilà, je savais pas qui c'est. Sans en mesurer les portées. Modestement, on essaye, dans ce travail titanesque et peut-être pas forcément couronnable de succès, de chercher à apaiser les mémoires, mais en tout cas apporter des petits cailloux, et pour les gens de bonne volonté, leur mettre à disposition des livres dans lesquels ils peuvent trouver des choses un peu rigoureuses. C'est l'idée, c'est ça. Surtout que vous appuyez sur pas mal d'archives qui vous permettent d'étayer vos propos. Est-ce que déjà est-ce que vos livres sont accessibles en Algérie? Est-ce que vous avez par exemple un lectorat en Algérie? Est-ce que vous en avez connaissance? Je ne sais pas. Alors sur la conquête attendez, sur le livre sur Draria, je crois que j'avais eu un compte rendu dans le journal d'Oran. D'accord. Oui. En tout cas, quand j'ai été en Algérie une année, j'avais fait une conférence qui m'avait été demandée sur l'histoire des Juifs d'Algérie. Et j'ai rencontré des gens, c'était des vieux messieurs. Un monsieur qui est venu avec des petites fiches et qui m'a dit, voyez, je vous ai lu, t'es arrivé avec, j'ai lu ça. J'étais très étonnée. Non, après, sinon, sur la conquête, j'ai pas eu de retour. Sur le tourisme, pas non plus, parce que je pense que j'étais en relation avec quelqu'un,
mais le travail ne lui avait pas plu parce que je ne sais plus pourquoi. Voilà. Bon. Et je pense que, alors peut-être que maintenant les choses ont changé, mais quand le livre est sorti il y a quelques années, le tourisme, ce n'était pas vraiment une préoccupation. Concernant cette période qu'on appelle la conquête, est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Bon, il y a un livre qui vient de sortir d'Alain Ruscio, que vous connaissez peut-être, qui va sortir un livre sur la conquête. Lui, il l'a fait durer jusqu'au milieu des années 50, ce qui est vrai, puisque moi, je me suis arrêtée en 1848, ça veut dire au moment où l'Algérie devient administrativement vraiment arrimée au territoire français, donc devient 3 départements, etc. Ce sont les républicains qui vont la gérer, puis après Napoléon III, mais en termes militaires, la conquête n'est absolument pas terminée, puisque la Kabylie reste encore, je dirais, une tache blanche du point de vue des armées françaises, même s'il y a eu des expéditions qui ont été faites justement par Bugeaud en 45, 46, 47, etc. Mais les grandes batailles de la Kabylie, c'est les années 50, hein, vraiment. Donc, il y a beaucoup à faire. Moi, je pense que ce qu'il y a à faire, moi, je me suis appuyée sur les archives françaises. Dans les archives françaises, on trouve des archives en arabe et concernant l'Algérie, enfin, concernant, je dirais, la population algérienne. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment une histoire de part et d'autre, si je puis dire, pour cerner d'un peu plus près, je dirais, les grands acteurs algériens. C'est-à-dire, je parlais du bey de Constantine, mais il y en a eu d'autres, la famille des Bengana qui va se rallier aux Français dans les années 1830, et d'autres. Je veux dire, les populations, les chefs de population, enfin, il y a tout un travail, je dirais, à mener plus fin sur les populations algériennes elles-mêmes. Alors après, est-ce qu'on a les sources pour ça? C'est ça le problème. Parce qu'il faut que les gens aient écrit à un moment donné, si vous voulez. Alors, il y a des témoignages poétiques, il y a des chansons, etc. Je vais les regarder. Sur le bey de Constantine, il y a c'est un historien tunisien qui a travaillé dessus, qui a publié aussi ses archives, qui les a traduites et tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Mais je pense que là, il y aura un gros travail encore à faire. Et ce qui serait, dans l'idéal, absolument extraordinaire, c'est de faire ce travail de part et d'autre et ensemble de la Méditerranée. C'est une histoire qui doit se faire à deux voix, si je puis dire. Exactement, tout à fait. Il faut partager. On a une histoire partagée, de gré ou de force, mais elle est comme ça. Hein, voilà. Et moi, c'était l'idée que j'avais avec Habib Kazagli, où on s'était dit qu'il fallait écrire ensemble les choses, puisque à un moment donné, notre histoire, elle s'était mêlée. Donc, il fallait l'écrire ensemble. Et bon, il y a des choses qui se font avec les historiens algériens, bien entendu. Mais ça reste anecdotique, cette histoire, en tout cas. Oui, c'est en train de se faire. Les jeunes historiens français ont peut-être plus de relations que moi j'en avais avec leurs homologues algériens. Il y a aussi toute une génération d'historiens français d'origine algérienne ou franco-algérienne, donc qui parlent très bien l'arabe, qui apprennent aussi l'osmanli, c'est-à-dire le vieux turc, et qui sont capables de lire les archives. Magnifique. Et donc ça c'est extrêmement important. Donc vous avez des travaux qui vont sortir bientôt. Donc je pense que ça va se faire, cette histoire. Ça va se faire parce que il y a une attente tant du point de vue universitaire que du point de vue du public. Là, je vous dis, il y a le livre de Ruscio là, qui va paraître sur la conquête. Donc, je crois que c'est à la découverte. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je vais le voir dans peu de temps à Alain Ruscio. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer le livre. Je vais voir. Mais c'est bien que chacun apporte sa vision. Surtout pour la jeunesse algérienne, sortir de cette histoire qu'on a voulu encarter au moment de la guerre d'indépendance. Dans votre livre La Conquête, on rappelle qu'il y a des annexes, il y a des glossaires conséquents, et il y a pour rappeler effectivement, rappeler le nom des acteurs et leur place dans l'histoire, parce que comme on l'évoquait au début de cet entretien, il y a beaucoup d'acteurs malheureusement dont les noms ne sont pas restés dans la postérité, et surtout
vous insistez en préface, me semble-t-il, sur le jargon que vous utilisez, parce que la notion de pied noir, on le rappelle, est une notion qui est née au moment du départ d'Algérie. Oui, enfin, vous savez, l'expression Donc, pied noir est aujourd'hui très, très controversée. Il oui, y a différentes, il y a oui, différentes interprétations. Mon collègue Guy Pervillet a sa mm, propre interprétation, oui, etc. mm, Bon, moi, je connais pas l'origine exacte, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce que les gens m'ont dit, même ce qu'on me disait dans ma famille, c'est que les gens qui vivaient, les Français d'Algérie, ça s'appelait pas les pieds noirs. non, c'est clair. Mm. Ils s'appelaient les Français. Et comme à Voilà. l'inverse, quand on parle d'arabes ou de musulmans pour comparer à la Mm. population européenne, effectivement, ça n'a aucune connotation péjorative. C'est juste effectivement que c'était des termes qui étaient utilisés à l'époque sans que ce soit effectivement injurieux ou à tendance Oui, mais communautariste. en même temps, comme c'était la société coloniale française était une société hiérarchiquement organisée et que les Algériens n'avaient pas les mêmes droits politiques que les Français jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand même, hein, Oui, parce oui, qu'ils étaient, il faut bien le comprendre, ils étaient ressortissants français, ils étaient français, mais ils n'étaient pas citoyens français. mm, Ça veut dire qu'ils avaient la nationalité française, mm, mais qu'ils n'avaient pas les droits politiques mm, français, à part une mince minorité. oui, Voilà, donc c'était donc une entorse, je dirais, à la définition française de la citoyenneté, puisqu'en France, normalement, nationalité vaut citoyenneté. mm, mm. Vous allez me dire, les femmes, jusqu'en Oui, 1944, j'allais vous le elles dire, oui. étaient, elles étaient françaises, elles n'avaient. Voilà, bon, donc on Oui, va dire que les femmes et les sujets coloniaux oui, étaient des Français qui n'avaient pas de citoyenneté. de Voilà. seconde catégorie. Merci en Voilà. tout cas d'avoir livré Je votre vous en prie, Algérie à c'est moi vous. qui vous remercie.